Échelle de valeur. Elle me fait face, tordant ses doigts, ses yeux pétillent. D'abord, ce qui compte, c'est de sortir de ces montagnes reculées. Mais comment choisir son université? La 1, le numéro 2 ou la numéro 3? Mystère. Elle pense qu'il s'agit là d'un classement sur une échelle de valeurs. Peu importe, elle ne songe qu'à éviter les grandes écoles. Ce sera Lyon 3, car il y a beaucoup d'activités culturelles de proposer, savoure-t-elle. Son entrée dans l'université, c'est pour changer de la trajectoire mathématique de ses parents. Elle conscientise sa propre émancipation. Elle pénètre un chaos architectural perdu en terre, inconnu et désorienté, dans une forêt de signes abstraits qu'elle déchiffre. Elle cherche précisément sa propre histoire, là où l'exil paternel, fuyant la guerre, a coupé les liens avec sa culture d'origine. Et si l'apprentissage de l'arabe lui donnait les outils pour tenter un retour? L'université, c'est Babylone. Gourmande, elle se nourrit de la culture des autres et de leur langue. Le trou dans le récit familial se comble peu à peu. Aujourd'hui, la guerre israélo-palestinienne bombarde les relations entre les communautés étudiantes. La cité lyonnaise tremble parfois sous les coups de sang extrémistes. Elle en a peur. Seule la culture scientifique inculquée ici lui permet d'acquérir une juste distance. Alors, elle grimpe sur son échelle de valeurs, bien décidée à ne pas subir la peur de l'autre. De là-haut, elle pétille. L'université, scène de mémoire avec littérature. On va dialoguer avec Benoît Auclair sur une recherche sur qu'est-ce que la littérature peut faire à l'université et à quel moment et comment les expériences esthétiques et politiques de l'art dans une institution contribuent-ils à donner corps à la mémoire de cette dernière. En somme, l'art peut-il quelque chose dans la fabrique du récit institutionnel? Alors, peut-être savons-nous déjà que la discipline littéraire, en travaillant la mémoire, fabrique un nouveau récit d'expérience de vie, disons sensible. Mais comment les souvenirs individuels s'alimentent de la mémoire collective? Des auteurs comme Francis Ponge, Marcel Proust ou encore Georges Perec nous invitent à expérimenter quelque chose pour faire ressurgir des souvenirs. Comment s'y prennent-ils? La rhétorique classique est un art connu de la mémoire, mais comment fait-il scène? Et ces auteurs nous invitent à penser la mémoire comme un lieu. Benoît Auclair, aidez-moi à y voir plus clair. Je vais essayer. Ce que je dirais pour commencer, c'est que peut-être effectivement, c'est important de rappeler que les arts littéraires, dans leur diversité, ils ont beaucoup à voir avec les arts de la mémoire, et notamment à travers les arts du discours. Enfin, les arts de la mémoire, déjà, on peut penser à des techniques comme la scansion, la versification, qui de très longue date sont des techniques de mémorisation des récits longs. C'est vieux comme Homère au moins, mais on en a l'expérience de cette force de la scansion, du rythme, de la versification encore aujourd'hui à travers par exemple la chanson, un refrain entêtant qui s'impose à notre mémoire. Et puis oui, tu évoquais la rhétorique, c'est un art aussi de la mémoire. Et de façon intéressante, c'est un art qui, dans les arts du discours, ont beaucoup à voir avec la question des lieux. Dans la mémorisation, à nouveau, il y a des questions des techniques de mémorisation, une technique notamment qui a émergé à la fin de l'Antiquité, qui s'est développée au Moyen-Âge, qu'on appelle le palais de mémoire, qui consiste à mémoriser les différentes parties du discours en les associant à différentes pièces d'un lieu qu'on connaît bien.
Et puis dans la construction même du discours, l'orateur, il est invité à trouver des expériences communes avec son auditoire pour le persuader, pour le convaincre. Ces expériences communes, c'est ce qu'on appelle les lieux communs, alors qui, dans la langue courante, ont pris une connotation souvent péjorative, mais qui désignent cette expérience partagée. Et alors c'est vrai que la littérature moderne, disons post-romantique, on l'associe souvent à la remémoration d'expériences personnelles, intimes. Et quand on a discuté en amont de cet entretien, les premiers noms qui sont venus, ce sont ceux que tu as cités, effectivement, Proust, Ponche, Pérec. Je pense malgré tout, pour ces noms-là et pour d'autres aussi, pour la conception de ce que c'est que le travail de la mémoire dans la littérature, ce serait méconnaître vraiment le travail des écrivains que d'imaginer qu'ils se situent dans un hors-lieu intime, déconnecté de l'espace public. Et même Proust, par exemple, qui est peut-être celui qu'on associe le plus étroitement à cette remémoration, à travers justement l'épisode emblématique de la Madeleine. Ben, cet épisode, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très lié à des lieux. Il y a cette expression très connue qu'au moment où le narrateur goûte la Madeleine et que tout un pan de son passé ressurgit, il évoque l'édifice immense du souvenir. C'est l'édifice immense du souvenir, et Proust utilise souvent la métaphore de la cathédrale pour désigner la recherche du temps perdu. Donc on n'est pas si loin que ça du palais de mémoire, même si ça prend des formes très différentes. Et juste après ça, il y a 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est Nom de pays, le nom, qui est toute une rêverie du narrateur sur les noms de pays et comment ces noms sédimentent aussi une mémoire collective. Donc toute cette rêverie individuelle, elle est rattachée aussi à la sédimentation dans la langue de souvenirs collectifs. Ouais, je m'arrête là sur Proust. Et quant à Ponche, c'est intéressant. À titre personnel, c'est un auteur sur lequel je travaille beaucoup. Et il est un des exemples de poètes du XXe siècle qui se revendiquent, et ils ne sont pas nombreux, d'un modèle rhétorique et de l'invention de lieux communs à partager. Et lui aussi, il s'est beaucoup intéressé aux lieux qu'inventent l'écriture et la lecture. Il dit que son parti pris des choses, pour reprendre le titre de son livre le plus connu, ce parti pris, c'est aussi l'invention de ce qu'il appelle un louvre de lecture, un espace partagé. Et puis, il a été amené, donc tardivement, à écrire un texte sur Beaubourg, donc une institution culturelle. Au moment de l'inauguration de Beaubourg, c'est un texte qui s'appelle L'écrit Beaubourg, et il invente à cette occasion un mot, le moviment, qui dit à la fois la dimension monumentale, et voilà, muséale, c'est comme le Louvre, mais un monument en mouvement. Et je pense que c'est une notion qui peut nous être précieuse. Et je dis un mot sur Pérec. Dis un mot sur Pérec, bien sûr. J'ai envie de dire un mot sur Pérec, parce que lui aussi, c'est un écrivain qui a beaucoup... Il y a un gros volume de textes divers, et notamment pour certains inédits, qui vient de paraître, qui s'appelle « Lieux » au pluriel. Et la question des lieux, elle est très présente chez Pérec. Et l'articulation entre mémoire collective et mémoire individuelle, et je pense notamment à La vie, mode d'emploi, ce roman Somme qui décrit la vie d'un immeuble et de ses habitants, 99 chapitres, et voilà, qui travaille ces espaces intermédiaires aussi, que sont les couloirs, les halls, les caves, etc. Et aussi comment le passé de chacun des appartements traverse la vie des habitants. Alors, disons, ça fait beaucoup d'édifices. On a un louvre de lecture, on a un palais de mémoire, on a un lieu pour Pérec. Ton édifice à toi, ce serait Lyon 3, en quelque sorte. Ce qui m'intéresse, je me demande un peu comment la mise en récit de ces expériences du monde, les leurs, la tienne, comment ça peut faire émerger un nouveau lieu, en quelque sorte. Comment l'écriture peut nous amener
à traverser ces édifices d'une façon un peu en nous connectant un peu à l'espace social, en fait. Parce que tu disais que ce n'étaient pas des lieux qui étaient déconnectés, mais en quoi ils sont connectés à l'espace social? Tu parles des lieux d'écriture? Je fais une confusion entre lieu d'écriture réel et lieu fictif. C'est ce passage entre les deux qui m'intéresse d'interroger. Est-ce qu'on est uniquement dans l'imaginaire ou est-ce que finalement il y a des porosités possibles? La continuité de l'un à l'autre, elle est à penser et elle n'est pas évidente. Moi, j'envisagerais volontiers la question des écritures aussi comme un répertoire de rôles et de façons de configurer les lieux, les relations interpersonnelles et nos manières d'habiter les lieux. Par exemple, alors si j'essaye de connecter différents rôles que moi j'occupe, celui de chercheur en littérature, celui d'enseignant qui lui-même, et la situation actuelle n'en est pas dénuée, est amené à assumer une forme de théâtralité dans sa façon de s'adresser aux autres, de porter le savoir. Et aussi les fonctions que j'occupe actuellement de chargé de mission à la culture pour l'université. Donc si j'envisage cette diversité de rôles, oui, je me dis que la littérature peut nous offrir des possibilités, des répertoires d'action, des répertoires de positions énonciatives pour voilà, s'inventer des façons d'habiter les lieux, peut-être voilà, plurielles, et que du coup, ça nous donne des occasions individuellement de trouver notre place et collectivement d'habiter ces lieux ensemble. Tu veux dire que la littérature ou la poésie peuvent permettre de transformer notre rapport à ces lieux-là? En tout cas, est-ce que l'expérience de l'écriture permet de les traverser différemment? Alors, je ne sais pas si on peut avoir une foi aussi déterminée. Oui, aussi déterminée dans la valeur transformatrice des expériences esthétiques. Je formulerais peut-être plus modestement, mais non sans détermination, le fait que voilà, elles ouvrent des possibles. Et ouvrir des possibles, c'est donner des leviers et des possibilités de transformation. Ça passe par, je disais tout à l'heure, des positions d'énonciation. Si je relis à des textes précis, je peux penser évidemment, j'évoquais la théâtralité. Bon. Évidemment, il y a cette idée d'être présent dans l'espace public et c'est aussi une expérience qu'on éprouve quand on est enseignant, qu'on éprouve quand on est étudiant aussi. Je pense que les étudiants ont une très forte conscience, bien avant d'arriver à l'université, mais aussi à l'université, de l'université comme scène, pour reprendre le mot que tu as utilisé, que c'est un espace où l'on paraît. Et c'est un espace où on est amené à paraître en public. Il y a cette épreuve de l'exposé pour les étudiants. Et alors, si je repars de mon rôle de chargé de mission à la culture, il y a eu une expérience qui a été faite récemment dans le cadre d'une opération qui s'appelle Objectif Réorientation pour les étudiants qui, voilà, s'apercevant que le cursus dans lequel ils sont inscrits ne leur convient pas, souhaitent se réorienter. Et on leur propose des cours de théâtre et un atelier théâtre dans ce cadre-là. Il y a une étudiante qui, après la restitution, qui était un très beau moment, où elle s'est visiblement sentie à l'aise sur scène, a dit « Ah, mais c'est mieux que les exposés ». Et je me suis dit, en fait, la démarche, ce serait qu'elle arrive à se dire que l'exposé, c'est comme du théâtre. Et que, non pas pour se dissimuler, mais justement pour apprendre à se présenter face aux autres sans se sentir mise à nu et pouvoir être face aux autres et avec eux, éventuellement jouer avec eux. Et voilà, quand je disais que la littérature
peut offrir un certain nombre de répertoires d'actions. Je pensais à ça. Alors, ça vaut pour le théâtre, mais ça vaut pour les positions d'invention du jeu lyrique dans la poésie. On a tous en tête la phrase de Rimbaud, « Jeu est un autre », mais en fait, c'est une phrase qui ne cesse d'être réinventée en amont et en aval. Moi, je pense aussi à la phrase d'Hugo dans les Contemplations, qui s'adresse à son lecteur et qui lui dit « Insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Donc, qui invite aussi à rentrer dans ce jeu justement de miroir, mais aussi de réinvention des rôles. Et puis, bon, il y a toute la littérature autofictionnelle. Donc ça, ce serait pour la littérature. Et plus généralement, si on envisage la question de la culture, ben oui, il s'agit de proposer des nouveaux cadres, des expériences où les positions peuvent bouger un peu. Et peut-être que c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui, par exemple. Absolument. Donc, si l'exercice de la rhétorique nous invite à visualiser un discours dans un lieu, hein, c'est ce que tu as commencé à raconter, on peut imaginer qu'il s'agit de le situer hein, dans ce même lieu pour en faire quelque chose. Ce faisant de la littérature à la scène publique, il n'y a qu'un pas. Question de contexte ou de décision. Interrogeons-nous maintenant sur la fabrication donc d'une scène publique. Tu as évoqué le rôle de l'enseignant, dans sa classe, etc. Comment le verbe et son énonciation peuvent-ils prendre l'espace? Peuvent-ils prendre plus l'espace, je suis tenté de dire? Car l'université est bien le lieu de la parole. Voilà, on l'a dit, nous pensons à la salle de cours, lieu de théâtralité dans lequel les formes d'énonciation sont prises dans des dispositifs. Mais ces dispositifs sont-ils des vecteurs de fabrication d'une scène publique ou de simples outils de formation? Est-ce que finalement, ce grand principe qu'on énonce là, cet imaginaire qui est un peu politique, est-ce qu'il est juste à dimension d'une formation ou est-ce qu'il peut aller un peu plus loin dans l'espace public de l'université? Alors, la question des dispositifs dans lesquels nous nous trouvons, et qui pose aussi la question de l'institution, c'est aussi la question, plus généralement, du cadre, de ce qu'il permet, de ce qu'il conditionne aussi. J'évoquais tout à l'heure le dispositif de l'amphithéâtre ou de la salle de cours. Et voilà, ça permet des choses, ça contraint des choses aussi. Mais là, on évoquait le cas de Pérec, la contrainte, elle peut être très productrice. Hein. L'intérêt peut-être des modèles artistiques, et on peut penser aux lectures publiques, aux performances, aux expériences esthétiques qu'on peut faire dans le cadre de l'université, c'est peut-être de prendre conscience de ce cadre, de l'interroger, pas forcément pour le remettre radicalement en cause, mais peut-être aussi pour le faire bouger dans la mesure du possible. En tout cas, prendre conscience de ce qu'il produit, ça permet aussi d'habiter autrement les lieux. Alors, oui, voilà, cette réflexivité du cadre, là aussi, j'ai pensé à nouveau à cet écrivain que j'ai déjà évoqué, qui est Francis Ponge, qui, en 1947, il n'est pas encore très connu, mais un peu connu, et donc on lui demande de faire une conférence. Et lui, prendre la parole en public, ça le terrorise. Donc il fait une conférence qu'il appelle « Tentative orale ». Tout est dans le titre. Et cette conférence, en fait, va être une vaste mise en abîme de la situation de parole. Il dit « Mesdames et messieurs, vous êtes là dans cette pièce avec moi ». Il décrit la situation dans laquelle il est et il dit à son public « Vous m'intimidez ». Mais non pas que je veuille que vous soyez plus actifs que vous n'êtes, mais quand même, je constate que la situation de la conférence, ça pousse les conférenciers à être vraiment très désinvoltes et à beaucoup parler. Et ça pousse le public à être très passif. Pour l'instant. Toute mise en abîme n'est peut-être pas fortuite. Donc voilà, je pense à cet exemple parce que c'est un moment d'interrogation du cadre et qui est comme préalable à sa prise de parole, finalement, il invite l'ensemble des participants à se penser comme participants et jouant un rôle
qui peut-être sans cela seraient invisibles. Donc, on parle de dispositifs. Les dispositifs, c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi une assignation ou un empêchement. Donc, ces dispositifs sont des héritages qui cadrent, qui empêchent de penser la scène publique comme autre chose qu'une réduction d'un savoir. Grosso modo, pour être plus direct, est-ce que ces dispositifs sont pas aliénants en quelque sorte et empêchent le savoir de se diffuser au-delà de son lieu de dénonciation, c'est-à-dire de devenir politique? Alors, je ne reprendrai pas les mêmes termes que toi. Je pense que moi, j'ai employé le terme de contrainte. Ok. Un dispositif, c'est une contrainte et à ce titre-là, ça joue aussi comme cadre. Donc, effectivement, ça contraint, c'est-à-dire que ça ne permet pas tout. Et donc, c'est intéressant aussi, comme je disais, de prendre conscience de ce cadre et de ces contraintes, parce qu'on prend aussi conscience de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'il n'est pas possible de faire. Et pardon, la fin de ta question, c'était oui, sortir du cadre pour devenir vraiment politique. Ben, je ne suis pas sûr que le dispositif ne soit pas en soi. Quand je disais tout à l'heure que paraître sur la scène de l'université, qu'on soit personnel ou étudiant, c'est paraître dans un espace public. Voilà, je ne dirais pas que c'est sans enjeu public. Donc, voilà. Justement, est-ce qu'il n'est pas envisageable de construire, grâce aux outils de l'oralité, plus d'espace public en tant que tel? Est-ce que la façon dont on apprend ces outils-là ne reste pas circonscrit à leur espace d'émergence? Est-ce que ça ne déborde pas plus, en fait? Je me demande, est-ce que penser que l'art puisse mettre en récit l'expérience de la formation afin d'envisager la fabrication d'une mémoire au-delà de la copie rendue? Hein, on avait évoqué le fait que on apprend plein de choses et dans le cours, on est dans une dimension qui est performative, l'oralité, etc. Puis une fois qu'on passe la porte, là, c'est fini. Il n'y a plus d'espace public ça finit et ça commence. C'est-à-dire que on avait évoqué ça aussi dans nos échanges, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans un cours et qui sont silencieuses et qui sont invisibles, tout comme mais pas du tout spectaculaire ce qui se passe quand on lit un livre. Et pourtant, c'est intense. Et parfois, on en a des traces, des témoignages très longtemps après. Quand on est enseignant, c'est souvent déroutant, ce très grand calme des étudiants, leur impassibilité, comme le public qu'évoquait Ponge dans sa tentative orale. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien et que ça s'arrête à la sortie de la salle de classe. Néanmoins, c'est vrai que ça pose la question, c'est ça peut-être que tu as en tête, de la construction malgré tout des traces et de la mémoire de l'institution. Et voilà, effectivement, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question-là, mais il me semble qu'il y a un équilibre ou des voies à frayer entre ces expériences qui, pour beaucoup, pour une grande part, sont invisibles, sont silencieuses, sont individuelles, et puis des moments où peut-être ce qu'on est en train d'essayer de construire, on cherche à garder trace de ce qui se construit collectivement et qui porte aussi cela. À quel endroit, finalement, ces traces existent? Parce qu'on parlait de fabriquer du commun, donc il y avait le lieu qui était un lieu d'énonciation de la littérature, de la poésie, qui était un château, qui était un édifice, etc. Donc là, on était dans l'imaginaire. On fabrique du commun, mais ce commun, il n'est jamais commun, parce qu'il est qu'une expérience singulière. Il nous appartient en propre. On repart avec, alors on discute aussi de là, mais finalement l'université est traversée par cette richesse-là, mais en vérité c'est une richesse invisible, tant mieux.
Je ne sais pas si c'est une affirmation C'est ou une Alors, question. tant mieux, point d'interrogation. Je ne suis pas sûr que je ne crois pas avoir dit que ce n'était qu'une collection Alors, d'expériences individuelles. ouais. Il me semble que la question de la mémoire de l'institution, bon, j'ai réfléchi un peu. Encore une fois, je ne crois pas avoir de solution définitive, mais il me semble que c'est important que l'institution se donne les moyens de vivre comme institution et de garder la mémoire de ce qu'elle est. Et tu vas t'entretenir cet après-midi avec l'archiviste de l'université. C'est un rôle important. Et en même temps, il me semble que comme toute mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, elle est nécessairement constamment en mouvement et constamment reconstruite en fonction des questions que pose le présent. Et c'est pour ça que l'histoire est toujours à réécrire. C'est pour ça que l'autobiographie est une entreprise toujours recommencée. Pour autant qu'on y ait accès, parce que finalement, tous les matériaux dont tu parles quand vous faites un colloque, quand il y a un moment d'échange entre les gens, ils sont presque peu accessibles en définitive, ou pas accessibles. Comment on y accède? Non, on essaye de faire en sorte que la recherche soit diffusée, alors de différentes manières. Voilà, là, on bénéficie de l'aide et du travail du pôle audiovisuel et multimédia. C'est une manière de garder trace des actions de recherche qui sont conduites. Pour ce qui est des chercheurs dans les disciplines de l'université, de sciences humaines et littérature et droit, ça passe beaucoup par des publications qui sont des publications spécialisées, donc pas des best-sellers souvent, mais c'est aussi comme ça que se construisent et que circulent les savoirs. Il y a une réelle appétence pour cette composante de l'université à construire sa mémoire dans l'université, ou c'est un petit peu une mémoire en parallèle de l'université? Est-ce qu'il y a cette tension-là qu'on peut repérer, ou je me trompe? La mémoire des disciplines par rapport à l'université? Oui. Est-ce que là, il n'y a pas un impensé peut-être qui se joue? L'université, c'est dans son nom, elle a vocation à être ouverte en dehors à ne pas être une série d'entités closes sur elles-mêmes, mais à dialoguer entre elles. Et les disciplines, elles sont... Il n'y a pas la littérature de Lyon 3 et la littérature de la Sorbonne, ou ces disciplines, le dialogue intellectuel et scientifique, il ne se passe pas, et c'est très heureux, à l'échelle de l'université. Il se passe au moins à l'échelle nationale, mais en fait à l'échelle internationale. C'est la République mondiale des lettres, pour reprendre une vieille métaphore. Et donc, le fait que les savoirs se construisent pas à l'échelle de telle ou telle discipline, pas à l'échelle de tel et tel établissement, mais à une autre échelle qui transcende ces établissements, c'est la condition d'un dialogue intellectuel et scientifique sain et solide, de mon point de vue. Ça veut dire qu'il n'y a pas une spécificité quand même qu'on ça pourrait n'empêche pas, attribuer bien à sûr, cette ça composante n'empêche dans pas, bien sûr, que dans un établissement, dans une équipe de recherche, il y ait des objets spécifiques qui soient élus, des méthodes. Parce que si je me souviens bien, tout à l'heure, on a parlé de dispositifs, d'héritage, qui sont quand même des éléments qui fabriquent un terreau, en fait, un terrain propice à l'émergence de tel ou tel objet et telle façon d'apparaître dans l'espace public. Donc ma question, elle était orientée vers là. C'est-à-dire, est-ce que ce dispositif ne construit pas une façon d'apparaître dans l'espace public et de faire scène publique ici à Lyon 3 qui serait singulier à Lyon 3, qui constitue une mémoire du Lyon 3 que n'aurait pas ni Lyon 2, ni Paris-la-Sorbonne 27, que sais-je? Mais c'est une question, c'est une question d'ailleurs qu'on est en train de travailler. Moi, je n'ai pas la réponse. Ce serait peut-être, j'y répondrais en première intention, peut-être en repartant de cette idée des rôles multiples et des appartenances multiples. C'est-à-dire que oui, on
on enseigne, on rencontre ses étudiants et ses collègues et des structures, des services dans un lieu particulier, et en même temps ce dialogue en tant que chercheur, là je parle en tant que chercheur, se prolonge, se noue dans d'autres lieux intellectuels, mentaux, institutionnels en même temps. Voilà, oui, il y a ces appartenances multiples. Donc, pour continuer sur cet axe-là, donc, si l'art est un aiguillon qui permet d'agiter l'espace public universitaire, on pourra revenir sur un certain colloque que tu as organisé juste après, justement. Bon, si l'art est un aiguillon qui permet d'agiter l'espace public universitaire pour faire émerger une forme de mémoire, une mise en récit poétique et basée sur l'expérience, l'art peut-il infléchir ou affecter l'institution? Est-ce que selon toi, il y a une possibilité que cette façon sensible d'être ou d'apparaître et de faire scène publique permet de transformer quelque chose? Si oui, quoi? On n'a pas encore évoqué le colloque que tu as organisé il y a quelques années sur une autrice qui te tient à cœur. Peut-être on va en parler. En tout cas, c'est heureux de penser que l'institution soit indifférente aux agitations du troublion, parce qu'il n'y a pas d'empêchement, a priori. Enfin, ce dernier, tout comme l'enseignant, est protégé par sa liberté d'expression, certes, mais cette indifférence polie ne laisse-t-elle pas la place à un trou de mémoire? C'est-à-dire, quel récit mémoriel de l'institution peut-elle faire d'elle-même si elle oublie ces moments publics-là, ces expériences-là? C'est un peu polémique, là. Hein. Oui, alors, si je reviens à mes objets de recherche, effectivement, il y a beaucoup de... C'est intéressant parce que si on reprend la question de la performance, ou tout à l'heure j'évoquais la conférence de Ponge, souvent les artistes, eh bien, ils interrogent leur insertion dans l'institution. Et ce moment où voilà, ils touchent au cadre. Et pas forcément dans le rôle du trublion. Parfois, c'est pour ça que je citais la conférence de Ponge. C'est aussi pour montrer le cadre, en prendre conscience. Après, la question de la mémoire, je crois que j'ai un peu répondu pour ce qui est de la construction des savoirs. Oui, la diffusion, là, pour le coup, ça fait vraiment partie de notre métier, de publier, de produire des archives ou des traces de la recherche. Et effectivement, il y a une fragilité de la mémoire des institutions. Hein. Donc, il ne faut pas le nier, mais de toute archive et de toute mémoire, je dirais. Donc voilà, c'est pour ça que je reviendrai volontiers aux trois pans que j'évoquais tout à l'heure. Se doter des moyens de garder la mémoire. Et oui, c'est toujours fragile et incomplet, bien sûr, mais ces moyens existent et ils sont diversifiés, ils sont y compris numériques, et voilà, y compris les bibliothèques, bien sûr. Grand lieu important dans une université. Et puis, voilà, des moments de réflexivité. Et là, peut-être qu'effectivement, ce qu'on peut faire dans le cadre de la mission culture à l'université, avec les artistes, à leur contact, ce sont des moments où on s'interroge sur ce que nous pouvons être collectivement, le rapport que nous avons avec l'institution et avec son passé. Alors, d'accord, donc je vois que tu as un discours très, très positif quand même sur la construction d'une archive plutôt que d'une mémoire, en fait. Hein. Il y a peut-être là quelque chose à creuser. Il y a une archive des composantes, mais ces archives-là, comment dire, sont-elles activées pour produire de la mémoire de l'université? Est-ce qu'on les regarde? Est-ce qu'on les active? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas tellement le sujet de l'université que de mettre en agitation permanente cette mémoire-là? Alors, j'ai une vision positive, mais j'espère pas naïve. J'évoquais Pérec tout à l'heure.
il y a la case manquante dans la vie mode d'emploi. Il y a ce chapitre qui permet que tout soit remis en jeu, justement, parce qu'il y a une pièce manquante, donc ça peut bouger. Et bien sûr, les archives sont toujours incomplètes. La mémoire, effectivement, les archives n'existent que s'il y a une mémoire pour les mobiliser. Après, bon, ce que j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois déjà, c'est vrai que on a intérêt à avoir conscience des dispositifs, des cadres dans lesquels on parle. Et là encore, l'art, les arts littéraires en particulier, nous y invitent, nous aident à faire cela. Est-ce que ça doit être omniprésent, cette mémoire de l'institution? Je ne suis pas sûr. Encore une fois, il me semble très sain que les disciplines, les savoirs enseignés transcendent l'institution singulière dans laquelle ils sont dispensés et ne s'y résument pas. Et je reste attaché à l'idée de l'université comme un ensemble qui n'est pas lié à tel ou tel lieu, mais quand on a un diplôme national, on peut circuler d'une université à l'autre. On n'est pas lié à une marque particulière. Dernière question ou série de questions peut-être. Peut-on croire encore aujourd'hui que l'art ou l'expérience de l'art, l'expérience esthétique, peut changer le récit institutionnel ou alimenter sa fabrication? Est-ce qu'on peut envisager que dans la construction de cette mémoire-là, les expériences de l'art sont aussi valables qu'une expérience que sais-je, qu'une expérience normative classique de commémoration d'une institution, par exemple? Mon pari, le pari, je ne serais pas chargé de mission à la culture si je ne pensais pas que l'art peut nous aider à comprendre le monde, à enrichir nos expériences. Je parlais de répertoire, d'action tout à l'heure. Et oui, enrichir non seulement nos expériences, mais la conscience et la compréhension du monde dans lequel nous nous trouvons. Donc, j'ai tendance à répondre oui à ta question, mais peut-être, voilà, par rapport à des moments d'avant-garde où un certain nombre d'artistes ont pu avoir la conviction qu'il était possible de changer le monde à partir de gestes artistiques. Je crois qu'on n'est plus dans un tel moment, ou en tout cas, je ne partage peut-être pas cet enthousiasme, disons-le comme ça, mais que bien sûr, voilà, il soit possible de modifier quelque peu notre perception des choses, invisiblement peut-être aussi. Oui, j'en suis persuadé. Bon, écoute, pour conclure, nous pourrions dire que l'expérience de l'art est un argument du présent qui opère sur la scène publique. Ses effets dans l'institution sont discutables, mais ils existent. Pourtant, sa mise en récit est souvent reléguée à des espaces dédiés, bordés néanmoins. La mémoire des expériences esthétiques, si elle vient à disparaître, revient à laisser un trou de mémoire sur la richesse même de l'espace public qu'est une institution universitaire, à en effacer du commun. Quel dommage. Donc moi, je pense qu'on a peut-être encore mieux à faire, mieux à inventer, mieux à travailler.